est à notre 8e midi du Green Office. On va accueillir Karine et j'espère que Pierre va nous rejoindre comme convenu. Alors, les midis du Green Office, donc on essaie d'avoir 2 orateurs parce qu'on pense que c'est dynamique et alors voilà, on aime bien avoir l'avis d'un expert et puis aussi faire un peu écho à ce qui se passe à l'université ou bien dans notre région et à ce qui se passe à l'université, ce sera, j'espère, avec Pierre. Alors, quelques mots sur Karine. Karine, c'est une rencontre qui a été organisée par notre illustratrice qui, voyant ce qu'on lui proposait, elle nous a dit un jour, il faut absolument que je vous mette en lien avec Karine. Et c'est vrai que quand Karine est arrivée ici au Green Office, je pense qu'on avait prévu 1 heure de réunion, on n'arrêtait pas d'échanger. Je pense qu'on se retrouve et qu'on est heureuse de se connaître. Alors, Karine, c'est une passionnée des connaissances. Elle cumule les diplômes, un master en philologie romane, un MBA. Elle est une spécialiste de la pensée créative. Elle a fait un master en créativité et en leadership du changement. Et elle est à la recherche de moyens innovants pour transformer les mentalités vers une régénération des ressources. Donc ça, c'est en quelques mots, Karine, mais on pourra en dire beaucoup plus. Et Pierre, qui j'espère va nous rejoindre. Pierre est professeur à l'Université de Liège. De formation, il est agronome et sociologue de la transformation. Il est passionné par le collectif et par la transmission. Il donne un cours sur l'anthropocène et la transition écologique. Alors, il est président du département des sciences et gestion de l'environnement à Arlon. Et en 2021, ils ont développé tout un projet autour de la transition qui s'est couronné par l'invitation d'une conférence avec Cyril Dion la semaine dernière à Arlon et un débat aussi avec les étudiants. C'était un moment extrêmement riche et puisqu'on est en train de faire des bravos, bravo aussi à l'équipe étudiante à Arlon qui a mené le débat, c'était super chouette et les participants, en tout cas du Green Office, étaient ravis. Alors, le midi du Green Office, il s'inscrit dans le programme d'engagement. Le but du programme d'engagement, c'est vraiment d'engager, comme son nom le dit, toute notre communauté. On a 25 000 étudiants et 5 000 membres du personnel. Engager toute notre communauté à agir en faveur du développement durable. Donc, c'est une communauté très variée. On est tous à des points différents, avec des pensées différentes. Et l'idée, c'est vraiment on agit pour un but commun et on donne des possibilités d'action en temps, en investissement, en savoir qui correspond à un maximum de profils. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'ADN du programme d'engagement. Alors, il se structure autour de 6 piliers. Au départ, on en avait 4. La sensibilisation, pour donner très rapidement et très concrètement des clés pour pouvoir naviguer dans les différentes dimensions du développement durable. Parce que le développement durable, c'est vaste. Et c'est vraiment donner les clés pour que chacun soit acteur et comprenne pourquoi il fait les choses. C'est absolument pas dogmatique, c'est vraiment pour aider à avoir une pensée critique et s'engager vraiment en réfléchissant à ce qu'on fait. Être vraiment là-dedans. Alors, l'intégration, c'est vraiment aller chercher, comme on l'a dit, tout le monde. Et la manière d'aller chercher tout le monde, c'est déjà un vote. C'est quelque chose de très rapide. Ça donne la voix, ça permet d'intéresser à des projets. Des enquêtes, ça prend un peu plus de temps. C'est super important pour nous parce qu'on est proche de notre communauté, comme ça. Les ateliers d'intelligence collective, c'est pour aller un pas plus loin et dire, mais voilà, on vous a invité à des votes, des enquêtes, venez partager vos idées, on en a besoin. Et puis après, le travail de développement de projet au Green Office, qui est vraiment maintenant ouvert à tous, avec je dirais la mixité des profils et aussi des générations. Donc, c'est riche. Imagination, ça c'est un pilier qu'on va lancer maintenant. On se dit que pour vouloir s'engager dans le développement durable, il faut l'imaginer de façon positive. Sinon, on n'a pas envie de s'y engager, c'est pour aller dans une grotte et retourner en arrière. Franchement, c'est pas sexy. Et donc, c'est de se dire, imaginons d'abord la société dont on rêve et puis après, construisons-la ensemble. L'action, là, c'est super important. Nous, en tout cas, on pense que c'est super important. Même des toutes petites actions, c'est très important pour agir, pour se sentir acteur, ne pas être immobilisé par tout ce qui est de l'éco-anxiété, se dire, là où je suis, je peux faire quelque chose. Et l'action suscite l'action des autres aussi autour de nous, suscite un changement qui est porteur d'espoir.
Et l'espoir, c'est aussi un des piliers de notre programme. Se dire que c'est vraiment une énergie positive qui suscite l'action, l'action enrichit l'espoir et c'est une spirale vertueuse. Et puis, c'est très important aussi la communication. L'équipe du Green Office est super active, nos jeunes sont super actifs sur les réseaux sociaux, c'est vraiment leur truc. Et c'est de faire sa place aussi dans l'infobésité avec des propositions de challenge et aussi des communiqués, tout ce qu'on fait comme outil de sensibilisation. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans le pilier sensibilisation, clairement. Et comme on a vraiment envie de mobiliser toute notre communauté, on profite de chaque événement pour faire la publicité de notre plateforme et dire voilà, si on veut vraiment faire le changement, en tant que communauté ULiège à 30 000 membres, on peut faire le changement, c'est plus ou moins l'équivalent d'1/8 de la population de la ville. Et donc, rejoignez-nous sur la plateforme d'engagement. On a déjà plus de 2500 membres, on en a 2525. Sarah vérifie régulièrement le nombre d'inscrits. Et voici le QR code. Si vous n'avez pas le temps de le scanner, etc., vous pouvez aller sur le site du Green Office au niveau des challenges. On vous explique comment rejoindre la plateforme avec les différents challenges. Et comme Sybille l'a dit, Laura, avec Sarah, a préparé des challenges en lien avec le film Bigger Than Us. Vous les retrouverez. Ils sont tagués. On va avoir une campagne à Liège, Save the Energy. On va aussi taguer les challenges avec les différentes campagnes. Donc, on double tag notre challenge et c'est un plaisir de mettre tout ça en synergie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore une chose, c'est on a besoin de vous, toutes aujourd'hui, pour mobiliser notre communauté sur une action vraiment symbolique pendant la COP27, c'est faire calculer l'empreinte carbone à tous les membres de l'ULiège. Ça prend maximum 30 minutes. On va inviter des professeurs à le faire en classe. On l'a déjà fait au printemps, on va le refaire encore. Et donc, où que vous soyez dans votre école, dans votre département, dans votre classe, on vous donne tous les outils pour faire ça très rapidement en 30 minutes. Et on va comptabiliser toutes les personnes, tous les étudiants, tous les membres du personnel qui l'auront fait sur le formulaire. On communiquera cela. Et sachez aussi que ça se fait aussi dans les autres établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont partenaires du programme. On a plus ou moins 50% des écoles. On est en train d'aller chercher, on a été chercher l'UMONS, on est en train de retaper sur le clou pour aller chercher l'ULB, pour aller chercher l'UNAMUR. On veut vraiment toutes les universités qui le font en même temps. Et fin du mois, on va à une réunion des Green Office flamands, enfin c'est belge, mais c'est essentiellement des flamands qui participent avec l'ULiège, et on va leur proposer aussi cette action-là pour que ça se passe aussi en Flandre pendant le mois d'octobre. Et on a été contacté par l'Université d'Utrecht, et on va aussi leur dire, ok, vous nous contactez, on va vous partager ce qu'on fait, mais on vous demande aussi de faire cette action symbolique. Et plus il y aura d'établissements qui le feront, plus ça suscitera de l'enthousiasme aussi, et de se dire qu'on peut changer les choses à plusieurs. Voilà. Karine, comme ça tu as le contexte du midi et voilà, on espère que tu vas nous équiper avec les compétences qu'il faut pour agir vite et tous ensemble et très fort. Voilà Karine, merci d'avoir accepté notre invitation et on t'écoute. Avec grand plaisir. Alors, je vais aussi partager une présentation. Par contre, je sais que c'est pas très écologique, mais moi, je vais vous demander d'allumer vos caméras parce que je trouve ça beaucoup plus convivial, surtout en ligne, si je vous vois tous ou toutes et qu'on peut vraiment échanger, surtout qu'on est un petit groupe. Donc, voilà. Alors, je vais… voilà ma présentation. Oups. Alors, voilà. Vous voyez la présentation là? Ok, par contre, moi je ne la vois pas. Ça, c'est toujours le souci avec Teams. C'est pas grave, j'ai mes notes. Donc, par contre, comment est-ce que je vais faire pour… Alors, voyons si ça marche mieux comme ça. Voilà, ici. Hop. Bon, voilà. Donc, voilà. J'ai un premier exercice à vous soumettre. Donc, j'avais annoncé que je vous ferais découvrir le lien entre Albert Einstein et les Inner Development Goals. Donc, ce sont les objectifs de développement intérieur et on va faire ça à l'aide d'exercices interactifs. D'ailleurs, je voulais aussi remercier Laura qui a choisi une photo d'il y a très longtemps. Donc, ça me donne un coup de jeune, je suis toute contente. Voilà, merci. Donc, avant de passer à Albert Einstein, je vous propose de faire un petit crochet par Martin Luther King qui avait un rêve et je vais vous demander de rêver. Est-ce que vous
vous pourriez prendre une feuille de papier et vous y inscrivez une croix pour faire quatre carrés. Et dans le carré du haut à gauche, vous mettez votre nom. Et dans le carré à droite, en haut, vous mettez votre fonction ou rôle. Et puis arrivent les questions un peu plus compliquées, c'est-à-dire, quel est votre plus grand espoir actuellement? Et je vous promets que Cécile et moi, on ne s'était pas parlé par rapport au mot espoir. Donc, quel est votre plus grand espoir actuellement? Et dans la dernière case, vous mettez quel est le plus grand changement que vous souhaitez voir dans le monde. Et je vous laisse quelques minutes, 2 minutes, pour y réfléchir et inscrire cela sur votre papier. Et je vois que Pierre nous a rejoint aussi, donc tout va bien. Voilà. Alors. Bon, comme je ne peux pas faire de sous-groupe, apparemment, je vais voir si je peux faire ça. Mais apparemment, non. Je suppose que je n'ai pas les droits en tant qu'invité. Bon, ce n'est pas grave, heureusement, on est un petit groupe. Donc, je vais vous proposer d'échanger sur les grands espoirs actuels et les changements que vous souhaitez voir dans le monde. Et je commence par Isabelle. Isabelle, on peut se tutoyer? Ça vous convient? Oui? Oui, alors, bien Isabelle, sûr. est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? Quel est ton plus grand espoir actuellement? Qui est une prise de conscience de l'importance de l'écologie, de l'environnement dans mes fonctions et par-delà que ça rayonne au niveau international. Enfin, je veux dire, c'est ambitieux, mais je veux dire, voilà. Voilà. Et donc, oui. Le plus grand changement dans le monde, c'est lié, c'est que ce soit qu'il y ait une prise générale de l'importance de l'environnement, mais aussi de l'humain, parce que je pense que les choses sont, enfin, l'humain et le social sont fortement liés. Et parfois, on oppose, on oppose ces éléments-là, et je pense que il faut repartir de l'humain, mais inclure tout le monde dans les challenges écologiques et environnementaux qu'on voit à l'heure actuelle. Mais évidemment, si on a des guerres, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses, voilà. Merci Isabelle. Simon, quel est ton plus grand espoir et quel est le plus grand changement que tu souhaites voir dans le monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc moi, mon plus grand espoir, c'est de créer Minéralios. C'est une boîte que je suis en train de créer, justement, mais que ce soit fait. Et pour les changements, plus d'empathie, des cours sur le durable dès la secondaire et moins de plastique en général. D'accord, merci. Puis on a Armelle. Oui, donc moi, mon plus grand espoir, ce serait que les politiques et les grandes instances prennent des décisions un peu plus radicales, je pourrais dire, je sais pas. Et le changement que j'aimerais voir, c'est que tout le monde se sente concerné et qu'il y ait en gros une prise de conscience générale. Voilà. D'accord, merci. Alors, après, mais je n'arrive pas à voir. C'est une dame avec un pull beige et des lunettes. C'est Meg? Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, en fait, moi, je ne suis pas toute seule dans le local ici. Donc, si vous voulez, voilà, ce sera délicat de parler. Voilà. N'hésite pas à mettre tes idées dans le chat, alors, Meg. OK, comme ça, on peut les lire. Super, merci. Inès, à toi.
Alors moi, mon plus grand espoir personnel, c'est de trouver un job qui me plaît et auquel je suis contente de me lever et d'y aller chaque matin. Et l'espoir par rapport à tout le monde, bah, j'espère aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'urgence climatique, qu'on trouve des solutions mais concrètes et qui puissent vraiment changer les choses et pas juste tourner en rond, quoi. C'est ça. Merci. Laura, à toi. Bah, moi, c'est un peu la même chose qu'Inès. Au niveau personnel, c'est trouver un boulot qui a du sens dans tout ce qui est développement durable, etc. Que je me sente un minimum utile aussi pour la société et pas juste pour faire un métier. Et alors, au niveau collectif, je pense que c'est un peu dans le même sens aussi. Espérer qu'enfin, il y ait dans les années à venir une prise de conscience vraiment générale et qu'on voit que les choses bougent de façon réelle et pas juste des petits pas de temps en temps. D'accord, merci beaucoup. Sarah, à toi. Alors, moi, j'avais mis que mon plus grand espoir, c'est la propagation de l'énergie positive qui est générée par toutes ces initiatives positives que j'ai l'occasion de rencontrer dans mon travail au Green Office. Et il y en a sans doute plein d'autres que je ne connais pas encore à travers le monde. Et donc, vraiment que cette énergie positive se propage partout. Et alors, le changement que j'aimerais bien voir, c'est beaucoup plus de verdure partout, que la nature reprenne ses droits dans tous les aspects de notre quotidien. Super, merci. Tant que je suis chez toi, je donne la parole à Cécile aussi. Alors moi, mon plus grand espoir pour le moment, je l'ai dit, hein, c'est mobiliser nos 30 000 membres, vraiment faire communauté, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, quel que soit notre âge. Hop, on a un objectif commun, on est mobilisés et soudés pour cet objectif. Et alors, au niveau global, c'est une société globale qui place le bien-être humain et l'environnement en priorité. Et puis, derrière se développent nos activités, l'économie, etc., qui soutient à ça. Mais la priorité d'abord, le bien-être. Ça rejoint l'empathie, hein, Simon. Voilà. Et puis l'énergie positive de Sarah. Enfin, voilà. C'est un plaisir de vous écouter toutes. Tous. Merci. Merci, Cécile. Alors, j'ai encore Fanny. Fanny, es-tu là? Et peux-tu parler? Fanny a écrit dans le chat. Ah, Oui, alors, Fanny a écrit dans le chat. Il y a Isabelle aussi. Non, Isabelle a déjà pris la parole. Excusez-moi. Oui, hein. oui, j'ai déjà parlé, oui. Plus avec les noms. Il y a Sybille. Oui, Oui. donc moi, mon plus grand espoir, c'est un monde en paix. Et alors, en termes de changement, je suis très attentive à ce qui permet d'améliorer la justice sociale. Donc, voilà, j'attends vraiment beaucoup de changements à tous les niveaux pour qu'il y ait une prise en compte de ça, parce que je pense que c'est un levier pour la solution pour le reste. Super, merci. Alors, je vérifie juste le chat et il me semble que Marc-Henri ne pouvait pas parler, donc je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Mais Pierre, par contre, éventuellement, si tu souhaites prendre la parole, tu es le bienvenu aussi. Merci Karine. Moi, je dirais que mon plus grand espoir, c'est que nous partagions la même planète. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous partageons des planètes différentes. Certains pensent à la Lune, Mars, ou d'autres sont plutôt dans le repli face à l'insécurité. Donc, mon plus grand espoir, c'est que nous parvenions à nous accorder sur la planète que nous voulons partager. Et pour moi, un des leviers de changement les plus importants, c'est ce que les jeunes travailleurs, étudiants peuvent apporter. Et je voudrais que l'université, mon institution en particulier, leur donne le soutien le plus efficace, nourrissant, et oui, être soutenant par rapport à ce que les jeunes peuvent amener comme demande de changement. Super, merci. Mais merci aussi à Marc-Henri qui a écrit dans le chat et aussi Meg qui a aussi écrit ses espoirs et l'espoir de changement dans le chat. Alors, en écoutant tout le monde, est-ce qu'on pourrait trouver un lien entre ces espoirs de changement et dire combien de ces changements espérés sont liés aux objectifs de développement durable?
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que parmi les espoirs que vous avez dit, que vous avez exprimés, parmi les changements que vous espérez, est-ce qu'il vous semble que la plupart ou certains sont liés aux objectifs de développement durable? Je vois Laura qui dit oui. Tu peux en nommer un, Laura? Je sais plus exactement. Mais par exemple, si Fanny, j'ai vu que Fanny avait mis dans le chat, par exemple, remettre la. Pardon, j'ai mon chat qui miaule à côté. Par rapport à la vie sauvage, enfin la vie sauvage, etc. Bah, ça c'est toute l'ODD vie terrestre et vie maritime et tout. Donc c'est tout. Sarah aussi qui parlait qui parlait de tout ce qui était la nature. Bah, ça fait partie aussi de toutes les ODD. Il y a aussi toutes je sais plus dire les ODD exactement, les numéros, je les connais pas tous par cœur. Mais quand on parlait aussi des changements pour les politiciens, etc., bah, c'est des ODD qui rentrent en compte aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'aime bien, Laura, parce que tu me donnes vraiment la transition, vu que je m'en doutais que nous ne connaissons pas tous les ODD par cœur. Et donc, je les ai mis dans ma présentation, que je vais vous partager à nouveau. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, ils sont là. Donc, voici les 6 premiers. Marc-Henri parlait du 16e, donc paix, justice et institutions efficaces. Alors, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous avez l'impression, bon, évidemment, nous avons ici un public privilégié, dont la plupart d'entre vous travaillent pour ou avec ou en collaboration avec le Green Office, mais est-ce que vous avez l'impression que les ODD sont en train d'être réalisés à la vitesse grand V? Alors moi, je vois Laura. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Non. Comme je ne vous vois pas, hein. Quand j'ai la présentation, je ne vous vois pas. Est-ce que c'est pas très rapide. Voilà, c'est pas très rapide. Et en fait, les Nations Unies s'en sont rendues compte également, que ça n'allait pas à cette vitesse grand V comme ils avaient espéré. Donc, ils se sont dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut déjà cette prise de conscience. Lorsque vous exprimez ces espoirs de grands changements, quel est le changement fondamental qui doit s'opérer? Est-ce que c'est la planète? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la société politique? Mais fondamentalement, qu'est-ce qui doit changer? L'humain. Voilà, c'est nous qui devons changer. Si nous ne changeons pas, nous n'allons pas pouvoir faire le pas vers les objectifs de développement durable. Et donc là aussi, les Nations Unies se sont rendues compte qu'en fait, c'était bien beau d'avoir ces objectifs de développement durable, et ils sont toujours valables, hein, ils sont valables jusqu'en 2030, mais ils étaient peut-être un pas trop ambitieux à faire pour les personnes qui démarrent de zéro, de rien, pour arriver à ces objectifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en place un groupe de travail qui a commencé à développer les Inner Goal Development. Et justement, on va arriver à notre cher ami Albert Einstein qui disait « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous aurez toujours eus. » Ou, dit différemment, si nous continuons à réfléchir, à penser comme on l'a fait, ce qui a provoqué les problèmes qui existent aujourd'hui, eh bien, nous ne trouverons pas les solutions à ces problèmes, puisque ça reste dans la même pensée. Donc, il faut qu'on change. Donc, à nouveau, c'est nous qui devons changer. Et donc, ces Inner Development Goals, qui malheureusement sur le site n'ont pas été traduits, mais je les ai traduits pour vous, ce sont les 5 piliers que vous voyez ici. Donc le premier pilier, c'est l'être et notre relation à nous-mêmes. Le deuxième pilier, c'est la pensée et nos compétences cognitives. Le troisième pilier, c'est
c'est notre relation avec les autres et le monde. Le quatrième, c'est la collaboration et toutes les compétences sociales qui en découlent. Et puis finalement, et là j'ai quand même entendu plusieurs changements qui espéraient aller dans ce sens-là, c'est l'action ou pousser les autres au changement. Et là j'ai une faute de frappe. Donc c'est pousser au changement, se pousser au changement, mais aussi pousser les autres au changement. Et donc, pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site des Inner Development Goals, qui est donc inscrit ici en bout de page, puisque chaque pilier a été développé en fait. Donc il y a 5 piliers, mais il y a beaucoup plus de compétences que nous allons pouvoir prendre sous la loupe. Donc, par exemple, la santé mentale devient plus importante, l'intégrité, l'authenticité. Lorsque on regarde les compétences cognitives, c'est la pensée créative, mais c'est aussi la pensée critique, le système, la pensée systémique, réfléchir au futur, et puis évidemment aussi l'action. C'est vraiment être dans l'action, c'est faire des choses et ne pas rester dans une situation passive. Et justement, je pense que vraiment actuellement, les gens commencent à bouger aussi au travers de la collaboration, et que justement le fait que moi je puisse être là aujourd'hui, je pense qu'il y a 10-15 ans, ça n'aurait jamais eu lieu, que quelqu'un de l'extérieur de l'université pouvait donner comme ça une présentation à l'intérieur de l'université. Les deux mondes étaient complètement séparés, alors qu'aujourd'hui il y a des ouvertures et il y a de l'intérêt des deux côtés pour le monde de l'autre. Ce qui est aussi important, c'est justement aussi ce rapport à l'autre où nous allons prendre plus soin des autres, mais aussi du monde. Et donc c'est là aussi où se connecte la nature, l'environnement, où il faut avoir plus d'appréciation et de se sentir plus en connexion. Donc, tout ceci, vous allez le découvrir sur le site. Malheureusement, en 40 minutes, je ne peux pas vous faire des exercices en détail par rapport à toutes les compétences. Par contre, si vous êtes intéressé, contactez le Green Office et on pourra voir si on peut faire des petites formations, des workshops, puisque moi, c'est surtout en interactivité que je fonctionne pour que on puisse développer les objectifs de développement durable tous ensemble. Voilà, je vous remercie et voilà, je vous souhaite une bonne continuation avec la présentation de Pierre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je pense que c'est bien d'avoir quelques questions, comme ça Pierre peut terminer de manger à l'aise. Oui, parfait, c'est très bien. Vous n'avez plus la présentation maintenant, hein? Non, effectivement, ton partage d'écran est arrêté. Parfait. Sybille a levé la main. Vas-y, Oui. Sybille. Oui, merci Karine, très intéressant. Je voulais savoir si tu as déjà des programmes de cours dans le supérieur à intégrer ces compétences-là. Voilà, et même dans des expériences micro, hein, je ne dis pas nécessairement pour toute une université ou une haute école, mais est-ce qu'il y a déjà un pont qui est fait sur les aspects pédagogiques? Oui, absolument, dans le sens où je donne déjà des formations, enfin, moi j'appelle pas ça des formations parce que il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de l'apprentissage des participants, et donc pour moi ce sont des workshops. Je fais déjà des workshops dans l'enseignement supérieur par rapport à la pensée créative et la méthodologie Creative Problem Solving, où on part toujours d'une question particulière aux participants. Donc, la question est définie par les participants du groupe. Évidemment, là, je parle de 15, maximum 20 personnes, sinon on ne peut pas travailler sur mesure comme ça. Mais oui, ça se fait et ça fonctionne bien. Dans le sens oui, mais ma question était plutôt de savoir, tu vois, est-ce que tu travailles déjà avec des profs qui, du coup, intègrent ces compétences-là
dans ce qu'ils vivent avec les étudiants. Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà la possibilité de pas juste avoir Karine qui vient donner la couche voilà, supplémentaire par rapport à des programmes de cours ou d'activités éducatives existantes? Alors, je suis en train de développer un jeu vidéo qui est fait donc pour l'enseignement supérieur, où justement cette pensée créative, donc la méthodologie du creative problem solving est intégrée dans le jeu vidéo, et le scénario qui est donné est un problème de climat et d'environnement. Donc, je suis partie des ODD pour construire alors là-dessus la méthodologie et sous forme de jeu vidéo. Mon prototype est en train d'être développé par des étudiants d'une école supérieure à Courtrai, et j'aurai mon prototype au mois de décembre. Et si tu es partante, par exemple, pour être groupe test avec tes étudiants, c'est volontiers vers la 3e ou 4e semaine du mois de novembre. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Autre question? Moi, je rebondis un petit peu aussi sur la question de Sybille. Donc, si j'ai bien compris, quand tu vois le site internet de EDG, c'est quelque chose de partagé qui a été lancé au mois d'avril ou quelque chose comme ça. Alors, ils partagent pour le moment je veux dire, les concepts. Est-ce qu'ils partagent aussi des résultats d'expériences pilotes dans des écoles ou des organisations, des choses comme ça? Alors, sur le site, il y a des ressources, et si vous voulez, je l'ai ouvert, donc je peux vous le partager à nouveau. Donc, attends, juste un instant, je vais regarder dans les ressources, ici, voilà, et je vais partager mon écran, comme ça vous le voyez. Et Karine, je complète ma question, si tu es d'accord, en disant, à partir du moment où ils font des tests, est-ce qu'ensemble, tu vois, ils apprennent de ces tests-là et qu'ils améliorent pour pouvoir répliquer plus fort? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est cette dynamique-là? Oui, absolument. Donc là, même aujourd'hui, j'ai reçu un mail que d'ailleurs j'ai forwardé à Sarah et à toi, Cécile, concernant des réunions qu'ils font régulièrement. C'est un groupe de travail qui se situe en Suède. Donc l'avantage, c'est que nous sommes dans la même zone horaire, et donc c'est plus facile pour nous d'y participer. Il y a 2 événements ou même 3 qui sont prévus, un encore au mois d'octobre, un au mois de novembre et un au mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et à aller voir ce qu'ils organisent, parce qu'effectivement, c'est un travail ongoing, donc qui continue à se développer. Et oui, il y a des partages, absolument. Oui, oui. Oui, Donc, le problème, c'est le temps. On n'a plus de temps. Ça, alors, est-ce que vous voyez mon écran maintenant ou pas? Non? Oui. Oui. Donc, voilà, ils ont ici Collaborating Partners, Presentation, voilà, ils ont le Brand Books, logo. Ici, ce sont des présentations, etc. Il y a des news, mais pour le moment, je trouve qu'ils sont encore forts dans la définition des différents concepts, et que l'application, c'est plus chacun pour soi qui doit encore le faire et le développer. Mais donc, c'est vrai que j'ai déjà une expérience de workshop vraiment spécifique pour ce genre de workshop, c'est-à-dire donc en entreprise, où on va faire réfléchir beaucoup plus les gens à leur relation avec leur équipe, ou à leur relation à eux-mêmes en tant que manager, etc. Donc pensée créative, oui, pensée critique également, leadership, etc. Donc ça existe, mais c'est encore au compte-gouttes, et ce n'est pas nécessairement partagé là sur leur site à eux. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à Pierre, qui a fini de manger? Super, ben, je vous remercie beaucoup. Merci Karine, merci beaucoup. Mais de toute façon, on reste en contact pour la suite. Pierre, à toi. Ok, merci Cécile. Bonjour à toutes et tous. Je vois qu'il y a beaucoup de toutes. Ce n'est sans doute pas un hasard.
Alors, je me présente brièvement, Pierre Stassard, je suis agronome de formation, sociologue des formations, et donc je donne des cours sur la transition écologique, agroécologique, l'anthropocène. Et je suis président du département de sciences et gestion de l'environnement, qui est le département sur le campus d'Arlon. C'est à cette occasion-là surtout que j'ai rencontré Cécile. Alors, je vais partager en fait un cheminement, c'est ce que je vais faire très simplement ici, Cécile, si tu me permets, mais qui, vous allez voir, qui connecte tout à fait aux Inner Development Goals dont a parlé Karine, je trouve ça très intéressant. En fait, je vais partir de ma casquette de sociologue avec une formule un peu choc qui dit, je ne vais pas développer ça ici, que le développement durable est indécidable. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, nous sommes toujours confrontés à des arbitrages à faire entre différents objectifs. Bon, au niveau global, tout le monde a vu le phénomène des gilets jaunes, hein, le conflit entre fin du mois et fin de la planète, et qui pose au niveau global le type de dilemme où on est confronté. Moi, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret, parce que pour vous montrer que ces dilemmes, ils sont vraiment ancrés dans la réalité des gens, donc dans le cours de mes recherches sur la transition agroécologique. Il y a un dilemme qui se pose de façon très aiguë chez des gens que vous connaissez probablement si vous avez été abonné à un panier de légumes ou que vous avez rencontré en vente directe des paysans qui font des légumes. Et ce dilemme, c'est un dilemme entre ce que je vais appeler l'idéal du panier d'un côté et d'autre part les conditions de travail. Donc, pour faire des paniers de légumes qui sont livrés toutes les semaines à des consommateurs qui ont accepté de s'engager en payant un abonnement, les maraîchers doivent produire une grande diversité de légumes parce qu'en réalité, nos demandes en matière de légumes et de diversité font qu'on ne se contente pas de manger du chou, par exemple, tout l'hiver, alors que c'est ça qui est disponible. Et donc, d'un côté, les maraîchers ont envie de rejoindre cette demande des consommateurs, d'avoir une large gamme de légumes, et ça va de 20 à 40 légumes, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe à planifier, à organiser. Mais d'un autre côté, plus vous diversifiez, plus vous complexifiez, je veux dire, votre offre de légumes, et plus vous mettez la pression au niveau du travail. Et il y a un lien très clair entre qualité du travail et spécialisation. En fait, certains maraîchers, après avoir pendant un certain temps voulu répondre à cet idéal du panier, ont préféré choisir quelques légumes dans lesquels ils se spécialisent et d'aller acheter, faire ce qu'on appelle de l'achat-revente, d'aller acheter chez d'autres maraîchers ou sur des plateformes les légumes qui vont leur permettre de compléter leur panier. Et donc le dilemme, c'est un dilemme entre effectivement répondre à une relation de confiance avec les consommateurs qui leur permettrait d'assurer l'entièreté de la gamme en direct du producteur, et de l'autre côté, une position où on cherche à davantage garantir le confort de travail. Et souvent, ces maraîchers qui deviennent un peu plus spécialisés, ils peuvent employer l'une ou l'autre personne, ce qui allège leur travail. Bon. Et donc la question, c'est comment on surmonte ce genre. C'est là que se pose la question du développement durable, c'est comment on surmonte ce genre de choses, parce que ce qu'on a constaté, je pense que Sybille l'a peut-être vu aussi, c'est que c'est une question relativement taboue dans ce milieu des maraîchers néo-ruraux, c'est d'aborder, est-ce que vraiment vous faites tous les légumes vous-même, ou est-ce que vous avez en cherché ailleurs? Parce que quelque part, l'idéal des consommateurs, c'est qu'il faut absolument que tous les légumes viennent de leurs producteurs, Et en posant cette question-là, en fait, on pose la question de savoir, au fond, comment est-ce que les gens, selon quel modèle les gens parviennent à surmonter ce type de dilemme. Donc, il y a différentes théories, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, il y a différentes théories, et il y a différents modèles de justice, hein, parce que ça renvoie à la question de qu'est-ce qui est juste pour moi comme manière de surmonter un dilemme. Mais pourquoi je raconte toute cette histoire? Ce n'est pas juste pour faire ce constat qu'il y a des dilemmes, mais que pour les surmonter,
Alors, ça peut être soit, et ça c'est très belge, le modèle du compromis, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle le modèle de la reconnaissance, où on va reconnaître la différence de l'autre et accepter qu'effectivement il soit différent, ou le modèle de la capacitation, qui est un modèle où en fait, comme producteur, je vais rester dans une position où je peux continuer je suis capable de développer mon projet, ou la libération, bref. Mais la question, c'est comment on construit un chemin qui permet de discuter effectivement à l'intérieur d'un modèle de justice des différents termes du dilemme. Là où il y a un dilemme, on définit ça comme en fait une confrontation entre deux valeurs d'égale légitimité. Ici, il est aussi légitime d'avoir une relation de confiance avec le consommateur que de vouloir entretenir une qualité de son travail. Donc il y a un conflit entre deux choses qui sont également légitimes. Alors, j'en viens à mon histoire, et c'est en discutant de ça avec les étudiants que les étudiants disaient, mais en fait, en matière de procédure, il nous manque des outils pour discuter de ça avec les acteurs. Et en particulier, nous avons un master en agroécologie où nous avons des étudiants qui ont fait souvent une interruption dans leurs études, qui ont été travaillés, qui ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire par la suite, qui souhaitaient se réorienter. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que ces étudiants en fait, ont souvent entendu parler des outils d'intelligence collective, mais n'ont aucune formation, aucune idée de comment on peut mettre en œuvre ces outils d'intelligence collective. Donc, ils sont vraiment demandeurs de leur donner, dans les langages de l'université, on pourrait appeler des soft skills aussi, mais qui sont ces outils. Donc, c'est comme ça qu'on a imaginé et qu'on a demandé au niveau de la faculté des sciences budget pour créer des ateliers d'intelligence collective. Et alors, ça résonne bien avec ce que Karine dit, parce que, donc, je vous parlais du contenu de ces ateliers, parce qu'en fait, ça touche en tout cas 3 des objectifs des Inner Development Goals, qui sont l'être en relation et la collaboration. Quand on parle d'outils d'intelligence collective, on fait référence à quoi? Alors, c'est peut-être des termes dont vous avez entendu parler, ou peut-être qu'au Green Office, on pratique ça, certainement en partie, j'en suis convaincu. On parle de sociocratie, de la cratie dans le milieu associatif, ou peut-être d'entreprises libérées dans le milieu plus entrepreneurial. Et donc là, il y a toute une constellation d'expériences qui, je pense, sont très intéressantes et qui visent justement à créer un espace où on peut parler de ces choses si difficiles. Moi, maraîcher, qui me tue à la tâche pour vous offrir ma gamme de 30 légumes, et comment est-ce que je parle avec cette personne en face de moi qui a fait le choix d'aller acheter ailleurs ce que moi je suis à produire, mais par contre qui a amélioré ses conditions de vie et qui par exemple peut prendre un jour de congé par semaine et partir quelques jours en vacances. Voilà. Et donc, ces outils d'intelligence collective, ben, c'est d'abord, on peut reprendre effectivement ce que Karine a décrit, c'est d'abord effectivement comment moi je suis, comment est-ce que je suis, et c'est vraiment toute la notion qui est autour de la pratique du cercle et de ce qu'on appelle la parole au centre, où en fait je prends conscience qu'entre ma position personnelle, mon expérience et ce qui est pertinent pour le groupe, ben c'est assez différent. Mais c'est tout un exercice de distanciation, un exercice réflexif à faire. Et peut-être que, par exemple, si on doit choisir un responsable, un président, un coordinateur, les critères idéaux de ce responsable ne sont pas ceux qui sont pertinents pour ce cercle, quoi. Donc, je dois être capable de faire la distinction entre ce qui est bon pour moi, mais ce qui est bon pour le cercle. Ce qui suppose 2 choses, une double opération très difficile à faire, c'est effectivement de savoir qui je suis, qui je suis, et comment je peux distinguer ce que je suis de ce qu'est le collectif dans lequel je m'inscris. Donc là, il y a des techniques que vous connaissez comme les techniques d'ouverture de cercle, de fermeture de cercle, etc., mais qui renvoient à des fondements plus anthropologiques sur qu'est-ce que c'est qu'une parole marchande, une parole précieuse ou une parole sacrée. Voilà, ça c'est un atelier. Donc on a mis au point comme ça 6 ateliers que l'on va ouvrir aux étudiants du master en agroécologie qui l'ont demandé, et puis qu'on va ouvrir aux autres étudiants du campus pour avoir une vingtaine d'étudiants qui veulent
qui sont intéressés et surtout qui acceptent de suivre, parce que c'est extrêmement important, l'ensemble des 6 ateliers. Les autres thématiques qui sont abordées, c'est ça vous connaissez, c'est l'un des plus répandus, c'est le World Café. Comment est-ce qu'on organise un débat quand on a un grand groupe, un forum, etc. Donc c'est un facilitateur de la région qui va venir l'expliquer. On va parler aussi de ce qu'on appelle le co-développement, qui est une méthode de brainstorming en situation complexe, qui vous permet d'utiliser le collectif justement pour avancer dans votre projet. On va parler aussi d'un autre concept qui va enrichir l'idée de l'intelligence collective, c'est que toute parole est égale. Donc il y a une certaine horizontalité et en même temps, dans l'expérience, on sent bien que certaines paroles pèsent plus que d'autres. Pourquoi? Parce que souvent, il y a dans le groupe quelqu'un qui a été à l'initiative du projet, qui a pris le risque d'en parler, qui a cherché un endroit où démarrer, etc. Et ce qu'en langage d'intelligence collective, on appelle une personne source. Et donc, c'est intéressant de remettre un peu de verticalité aussi dans cette question de comment on utilise l'intelligence collective, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des fonctions. Et l'enjeu, évidemment, c'est que chacun soit source de quelque chose. Et dans une organisation, on peut parler de source globale, de source spécifique, etc. Et puis, on terminera par une rencontre entre 2 personnes, une du monde de l'entreprise et l'autre du monde associatif, qui sont dans des entreprises où on pratique des associations à la gouvernance partagée. Il y a en fait, à partir des outils, on peut monter effectivement sur la question de l'organisation. Alors, je vois Cyril qui opine, donc ça a l'air d'être pertinent. Je pense que c'est vraiment important parce qu'en fait, si on regarde ça de façon beaucoup plus philosophique, c'est pratiquer l'art de la vulnérabilité de façon collective, en fait, l'intelligence collective. Et donc, c'est comment on crée d'abord suffisamment de sécurité pour que les gens osent parler de leurs différences et parler de ce qui a du sens pour elles et de ce qui en a moins pour d'autres. Et ça peut venir alors compléter. On a un cours de participation citoyenne où on va parler de concepts de compétences, de savoir profane et des choses comme ça. Mais je pense que les 2 sont importants. L'idée, c'est qu'à partir de cette expérience de 6 ateliers, on en fasse un cours l'année suivante. Voilà, Cécile.